Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs dans votre rendez-vous hebdomadaire LFNA TV pour connaître tous les résultats et les classements du football néo-aquitain. Au programme ce soir, il va y avoir du foot féminin avec notamment le Challenge national de futsal et deux clubs qui représentaient ce week-end la région Nouvelle-Aquitaine, l'AS de la Baie et l'Aviron Bayonnais FC. On va parler foot masculin avec le foot pro et la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, au contraire du Pau Football Club qui s'amuse. Ce soir en national, Niort se déplace du côté de Sochaux. On va parler aussi National 2 avec la poule B et une interview du directeur sportif d'Angoulême-Charente, Pierre-Emmanuel Allard. Il y aura le N3 évidemment, il y aura les huitièmes de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine au programme ce soir avec une interview de l'entraîneur du SA Moléonais, Pascal Baz. Et puis il y aura notre reportage de la semaine consacré à un stage organisé par la Fondation Real Madrid dans le sud de la Charente-Maritime, précisément à Gémozac. LFNA TV numéro 139, ça démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute avec le foot féminin. Il n'y avait pas de journée de D1 Arkema ce week-end. En revanche, il y a une journée mercredi soir, la 21e journée en l'occurrence, avec tous les matchs à 18h30, notamment un derby de Paris entre le PSG et le Paris FC, l'Olympique Lyonnais face à Guingamp et puis surtout les Girondins de Bordeaux en déplacement du côté de Lille, donc mercredi à 18h30. Ça ne jouait pas en D1 Arkema, en revanche, ça jouait en D3 féminine avec notamment Châtellerault dans la poule A. Il y avait la rencontre entre Châtellerault et le Racing Club Saint-Denis, défaite 2-1 à domicile du SOC qui est quasiment condamné à la descente puisque Châtellerault est 11e avec 8 points de retard sur son adversaire du week-end, le RC Saint-Denis. Dans la poule B, Mérignac-Carlac a replongé, ça allait un petit peu mieux, mais là, défaite 3-0 sur la pelouse de Clermont Foot pour les Girondines. Le FCE Mérignac-Carlac 12e avec seulement 2 points. En régional 1 féminine, il n'y avait pas de journée de championnat ce week-end, mais un match en retard entre l'ES La Rochelle et les Genêts d'Anglette, match qui avait lieu au Parco de La Rochelle, victoire 3-1 de l'ESR. Pour rappel, on connaît déjà le champion dans cette division, il se nomme Bergerac-Périgord. On referme cette page consacrée au foot féminin avec du futsal, le Challenge national de futsal féminin, une étape importante. Il y avait deux clubs néo-aquitains qui étaient représentés, l'AS de la Baie, club de Charente-Maritime, et le club de l'Aviron Bayonnais FC, club du Pays Basque, le tout sous le regard de la caméra de Rémi Penet. C'est à Bordeaux que se déroule le tournoi de qualification aux demi-finales du Challenge national de futsal féminin. Cette compétition vit sa deuxième édition, un bon moyen de mettre en avant une pratique qui tend à se développer dans la région. Un football féminin en Nouvelle-Aquitaine n'est pas encore vraiment démarré. Nous avons réussi à créer dans le district de la Gironde un championnat de football féminin senior qui fonctionne depuis 2 années. Et nous espérons justement, grâce à ces challenges nationaux, faire une émulation pour qu'il y ait plus d'équipes qui veuillent faire des championnats. La difficulté, c'est que c'est déjà très pris au niveau des salles et que le football féminin vient se rajouter encore dans les créneaux déjà occupés. Mais on ne désespère pas de pouvoir justement promouvoir et augmenter notre capacité d'équipe en football féminin. Le Challenge national réussit le pari de ramener des footballeuses vers le futsal. C'est notamment le cas des joueuses de l'Aviron Bayonnais Football Club qui ont tenté l'aventure en salle cette année pour la première fois. Le futsal, à part du loisir, jamais vraiment commencé. On s'est qualifié avec Bayonne au dernier tour là, de futsal. On était venus pour faire ce petit challenge. Mais de base, on est en foot à 11. Du coup, officiellement, c'est la deuxième fois qu'on fait un vrai tournoi de futsal tout ensemble. Le jeu est différent, la dynamique est différente, c'est pas du tout le même style de jeu, les efforts sont différents, du coup la fatigue est différente, mais dans l'ensemble ça reste beaucoup de plaisir, qu'on gagne ou qu'on perde, ça reste du plaisir avant tout. Se faire plaisir, voilà le mot d'ordre de la journée. Et pour sa première rencontre de la compétition, l'Aviron Bayonnais est confronté à l'autre équipe de Nouvelle-Aquitaine, l'AS de la Baie, elle aussi novice dans la discipline. On n'est pas habitué à jouer en salle, donc c'est surtout une découverte, le plaisir de s'amuser, de jouer,
Et puis de participer évidemment du mieux possible pour essayer d'aller le plus loin possible. Et dans la rencontre entre ces deux équipes, ce sont les Bleus de Bayonne qui ouvrent le score en première. Les Rochelaises répondent en deuxième mi-temps, mais Bayonne finit par s'imposer 2-1 dans ce premier match. Ça joue bien, ça joue bien. Il y a des équipes qui sont quand même assez bien structurées, comme Nantes ou Toulouse, mais bon, qui sont habituées, je crois, à jouer en futsal. Donc c'est peut-être plus facile pour elles d'évoluer ici que pour nous qui jouons la plupart du temps à 11 sur terrain en Europe. Les équipes de Nantes et Toulouse, équipes 100% futsal, sont en effet plus habituées que les deux équipes de Nouvelle-Aquitaine. Nantes est d'ailleurs tenante du titre et donc unique vainqueur de la compétition et compte bien tenter de préserver son titre en se qualifiant aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est Toulouse qui attend l'AS de la Baie et dès l'entame de match, les Toulousaines ouvrent la marque. Un match qui va tourner en faveur des Violettes sur le score de 6-0 et ainsi condamner les espoirs de qualification des Rochelaises, mais sans entamer leur motivation pour les prochaines éditions de cette compétition. Je pense que le challenge porte bien son nom pour le coup parce que nous on vient pas du tout du futsal, on a très peu d'expérience. Clairement on révise toujours les règles quand on est dans le minibus, donc ça veut dire qu'on a encore de quoi apprendre. Et puis on n'a pas fait des scores si déconnants. Forcément en face des équipes qui sont purement futsal, on a un petit peu de mal à du coup se mettre en place, mais on a fait des choses intéressantes. Et puis je pense qu'on y reparticipera les prochaines années si c'est maintenu. Mais ça nous a permis d'avoir une bonne expérience, en tout cas de cohésion, et puis aussi de pouvoir affronter et challenger quelques équipes comme Toulouse, Nantes, même Bayonne qui se défend très très bien, et de pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'on se plaçait en termes de niveau. Et bon, on fait des scores qui sont certes contre Toulouse un peu plus lourds que contre Bayonne, mais bon, il nous tarde un petit peu d'affronter Nantes pour voir qu'est-ce qu'on va donner en tout cas contre une équipe qui joue vraiment régulièrement, qui a des stratégies, etc. Et c'est Bayonne qui va passer en premier au révélateur nantais. L'objectif, ça va être surtout de gagner Nantes, qui sont les champions en titre. Et Toulouse, on est en train de voir que c'est pas mal une bonne équipe aussi. Donc on va essayer de les battre pour potentiellement aller en finale à Paris. Et ce serait sympa pour le club, parce qu'on n'a jamais fait de futsal, donc ce serait un grand exploit. Petit à petit, on évolue, on apprend aussi à se découvrir sur des terrains plus petits, en salle et tout ça, et ça reste une superbe expérience. Donc on va continuer comme ça. Dans un match très équilibré et aux multiples occasions, les Bayonnaises réalisent l'exploit de battre les tenants du titre 1-0. Il leur faut désormais un match nul contre Toulouse pour s'assurer la première place, mais les Toulousaines vont rapidement ouvrir le score puis mener 2-0. Mais Bayonne n'abandonne pas et revient à 2-1 en deuxième mi-temps. Les Bleus ont les occasions pour égaliser, mais c'est finalement Toulouse qui marque en premier. Les Bayonnaises ne reviendront pas dans ce match et Toulouse s'impose 3-1. Les grandes vainqueurs de cette journée, ce sont ainsi les Nantaises qui se qualifient pour les demi-finales du Challenge national de futsal féminin à la suite de leur victoire contre l'AS de la Baie. Mais la journée a aussi permis de conquérir de nouveaux adeptes. Ça donne envie de continuer, ça donne envie d'en refaire, ça donne envie de refaire des tournois, de refaire des phases qualificatives comme aujourd'hui et comme la dernière fois, parce que l'ambiance reste incroyable et on aime le foot, on aime la compétition et le futsal ça regroupe tout ça en même temps, donc évidemment que ça donne envie de recommencer. On passe maintenant au foot masculin et on débute avec le foot professionnel et la 32e journée de Ligue 2 BKT complètement folle ce week-end, notamment pour les Girondins de Bordeaux qui menaient 1-0 à 11 contre 10 face à Saint-Etienne dans le chaudron de Geoffroy Guichard avant de se faire reprendre et de perdre 2-1 dans les dernières minutes avec un but d'Irvine Cardona. Bordeaux qui aura l'occasion de se racheter dès demain soir à 20h45 contre Dunkerque. Ce sera lors de la 34e journée, le tout dans un contexte tendu marqué par la grève des Ultras. On écoute tout de suite l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Albert Riera, interrogé en conférence de presse d'avant-match. C'est vrai que c'était très très dur après le match de Saint-Etienne de perdre 7 matchs en 3 minutes. C'était très dur le soirée, le jour hier. Mais on doit continuer, c'est foot. Il y a un match demain et on doit être bien. Les joueurs ils sont bien parce que je suis bien et comme je suis le responsable, les joueurs ils sont bien. C'est vrai qu'hier c'était difficile, mais on a expliqué. Moi, toujours quand j'explique un exercice, quand j'explique la situation, quand on explique pourquoi passer ça, toujours il y a une raison, toujours il y a une logique.
et qu'il y ait une compréhension. La compréhension du jeu, pour moi, c'est le plus important. On ne peut pas sortir au terrain sans savoir ce qu'on doit faire. Le plan est comment. Et on a parlé, on l'a discuté. On sait où on a les déficits, on sait où on a les points plus forts. Et demain, on va essayer de trouver le point faible de l'adversaire et faire les choses que nous on fait bien, essayer de le faire le mieux possible. À l'inverse de Bordeaux, tout sourit pour le Pau Football Club qui n'en finit plus de surprendre. Pau qui a battu Laval dans le choc de cette journée 3-0 avec notamment un doublé de Moussa Sylla qui en est désormais à 14 réalisations. Pau plus que jamais dans la course pour les barrages d'accession à 2 points du 4e. Forcément, la joie était impressionnante dans le vestiaire du Noostecamp. C'est ça les gars. Oui 50 points. Au fond. On y va. Et la Ligue 2, ça reprend dès demain. Et oui, il y a une journée en semaine, la 34e journée. Pau se déplace à 3, tandis que Bordeaux va recevoir Dunkerque avec les Ultramarines qui appellent à boycotter les 15 premières minutes de la rencontre. Un étage en dessous, les Chamois niortais se déplacent ce soir à Bonal pour y défier Sochaux dans le cadre de la 30e journée de National. Les Chamois niortais qui veulent absolument ramener des points de Montbéliard. On écoute l'entraîneur des Chamois, Philippe Hinsberger, en conférence de presse d'avant-match. Là, c'est un peu plus important parce qu'on arrive vers la fin, il nous reste 4 semaines et demie, ou 4 semaines, ou 5, enfin bon, ouais, 5 matchs, donc évidemment, c'est un peu plus crispant, je dirais, les matchs sont plus tendus, puisqu'aujourd'hui, très peu d'équipes qui nous joueraient. Encore beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le haut, beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le bas. Donc voilà, mais je dirais, il y a pas lieu de stresser et de bien préparer ces matchs. A noter qu'il ne reste plus qu'une place pour la montée en Ligue 2 puisque le Red Star, entraîné par Habib Beye, a, malgré sa défaite du week-end, officiellement validé sa montée en raison du faux pas de Martigues. Le Red Star jouera donc l'année prochaine en Ligue 2 BKT. On passe au National 2 avec la poule B qui intéresse les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait un match ce week-end entre Saint-Privé-Saint-Hilaire et Angoulême-Charentes. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Flavien Ziolkowski.
Dans les autres rencontres du week-end, la victoire de Bergerac-Périgord 1-0 face à Vendée-les-Herbiers, la défaite 3-0 dans le choc entre le Paris 13 Atlético et Libourne. Libourne donc qui marque le pas en terre parisienne, 1-0 pour l'Avoine Chinon-Ciné sur la pelouse de Romorantin. La victoire 1-0 d'Angoulême-Charente, vous l'avez vu, face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et puis le nul de but partout de Trélissac sur le terrain d'Angers. Ça ne suffit pas pour Trélissac pour se maintenir. Trélissac qui va officiellement rejoindre le National 3 avec 20 points à la 13e place. Libourne est 3e du classement avec 3 points de retard sur le leader qui n'est autre que La Roche Vendée. Angoulême-Charente 4e avec 34 points. Encore une très belle saison pour Angoulême-Charente qui avait déjà fini 4e l'année dernière et qui a fait ce week-end un grand pas vers le maintien en National 2. Pour en parler, on accueille tout de suite dans l'émission le directeur sportif de cette équipe, le PEA le plus célèbre de France derrière Pierre-Emerick Aubameyang. C'est Pierre-Emmanuel Allard qui nous rejoint. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Loin derrière, très loin derrière. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tout le monde. Bon, il va vite, donc on a le droit d'être loin derrière. Ouais, puis moi, pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas du tout vite. Donc, encore plus loin derrière que ce que l'on pense. En revanche, la CFC va vite en ce moment, puisqu'il y a eu une période un peu compliquée. Mais là, en 2024, c'est plutôt pas mal, notamment ce week-end. Victoire très importante, Pierre-Emmanuel, victoire 1-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, vous êtes 4e avec 34 points. Le maintien, c'est un pas de plus vers le maintien. Une victoire 1-0 courte mais très précieuse parce qu'elle vaut presque plus que 3 points. Ah, c'est les meilleures, c'est les plus belles, ces victoires-là, avec surtout avec un contenu qui m'a semblé assez maîtrisé, que ce soit déjà en amont de ce match, dans la préparation de ce match, dans la lecture de notre adversaire. Il y a eu un énorme travail fait de la part du staff et une application absolument remarquable de la part de nos joueurs ensuite durant le match. Faut rappeler quand même aussi que durant ce match-là, dès le début, dans les 10 premières minutes, il y a notre gardien Patrick Sinche qui fait 2 énormes parades, dont une encore plus énorme que la première sur la seconde et sur ce corner de Saint-Privé. Donc tout ça pour dire que ça se joue à rien, comme ça a été le cas tout au long de la saison, comme on a pu le subir à nos dépens sur certaines rencontres je me souviens notamment au mois de novembre, qui date de un peu de cette sale période que nous avons vécue et de cette défaite à Lebon contre Bourges à la dernière minute 3-2. Ben voilà, c'est toujours les mêmes matchs, sauf que ça se joue en notre faveur en ce moment. On est sur une super dynamique, seulement 3 défaites en 16 matchs depuis donc ce fameux match contre Bourges au mois de novembre. Et dans les 3 défaites, il y a cette élimination en Coupe de France où on était sorti par la grande porte face aux Girondins de Bordeaux. Donc ouais, la dynamique est bonne et on est en train de récolter les fruits d'un énorme travail qui a été fait de la part des joueurs, du staff et de l'ensemble du club. Donc on savoure cette victoire sans non plus se pavaner ou se gargariser de trop quand même. Ça serait mal connaître la N2 sinon. Exactement, Pierre-Emmanuel. Et parmi les arguments retrouvés, il y a cette solidarité défensive qui a souvent fait la force quand même de la CFC sous David Giguel. Là, c'est un mois d'avril avec que des clean sheets. Il y a 0 but encaissé. Vous parliez des performances de votre gardien. Ça aide aussi. Ouais, tout à fait. Alors, comme je le disais l'année dernière, quand on a fini meilleure défense de toutes les poules de National 2, c'était un travail d'équipe, c'est une question d'animation défensive. Effectivement, aujourd'hui, Patrick Sinche incarne aussi ses clean sheets en tant que portier. Et puis, comme on sait que les gardiens sont rarement mis en avant, il faut le faire aujourd'hui, mais il faut aussi mettre en avant l'ensemble des joueurs, parce que ce soit les 11 titulaires, mais aussi les finisseurs qui viennent ensuite s'arracher, comme ça a été le cas ensuite, même pour quelques minutes de jeu, là, comme ça a été le cas pour Cardinali et Koulibaly, qui rentrent dans un match où il va pas falloir laisser le moindre espace, la moindre approximation. C'est pas évident aussi pour ces garçons-là. Donc vraiment, je félicite tout ce travail qui est remarquable, Alors c'est vrai que c'est un vrai point fort, cette animation défensive. On sait que c'est plus facile à l'extérieur. C'est pas que pour la CFC, ça l'est aussi pour tous les clubs.
pour tous les clubs, parce que là, Saint-Privé étant chez eux, avait un peu cette obligation de faire du jeu, ce qui est moins une contrainte, moins systématique pour les équipes se déplaçant. Donc on le sait, ça, on en a bien conscience, d'où le fait que chaque équipe caracole à l'extérieur y arrive beaucoup plus facilement, il y a moins cette pression, et puis encore une fois, avec ces années de réforme, on y reviendra peut-être après, mais avec ces années de réforme, l'enjeu est de pas perdre. En tout cas, moi, c'est la consigne et le souhait et la commande que j'ai passé au sein du staff et de l'équipe, parce que après 2 ans de Covid, 2 ans de réforme, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. Pas évident dans un championnat très resserré, très compliqué. Justement, il y a deux écoles, Pierre-Emmanuel. Il y a ces 5 nuls là, en 2024 dans une année qui a bien débuté. Il y a 4 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Vous faites partie de quelle école, Pierre-Emmanuel? Quelques regrets justement avec ces 5 matchs nuls où on se dit c'est quand même ça reste 5 points dans la besace pour un maintien qui n'est pas forcément évident à aller chercher. Moi, je suis de l'école d'atteindre les objectifs que l'on se fixe en préambule de la saison, c'est-à-dire là, c'était l'objectif du maintien. C'est toujours l'objectif du maintien, parce qu'attention, il n'est toujours pas acquis de manière mathématique. Donc, encore une fois, soyons prudents. Moi, je suis dans cette école-là, dans le sens où avec le président, on essaie de ne pas gérer une seule saison, mais de gérer un ensemble de saisons, un cycle, une dynamique. Aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de comment le club avance dans l'ensemble de ses composantes. On ne stigmatise pas uniquement sur les résultats de National 2, mais si on devait le faire, là, on fait top 5 sur les 2 dernières saisons, dont une très belle 4e place l'année dernière. Voilà, on est toujours dans cette marche en avant qui ne va pas suffisamment rapidement, parfois peut-être pour certains, mais encore une fois, nous, on a cette ambition de ne pas faire monter une équipe, mais de faire monter un club. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, l'idée, c'est pas de monter, mais de se pérenniser là-haut. Donc, on va prendre le temps qu'il faut, notamment pour avoir une structuration suffisamment solide. On s'est attelé aux fondations pendant la première partie de la présidence de Patrick. Donc là, aujourd'hui, on s'occupe à la structuration, puis au développement. Donc non, il n'y aura pas de... Voilà, aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'avoir des virages à négocier où on aurait pu se retrouver dans cette partie-là du classement beaucoup plus tôt. On ne l'a pas fait. Donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi que c'est notre place parce que le classement final, il est assez juste. Donc, on va voir justement là où il s'arrêtera. Parce que aussi, on a la fâcheuse habitude, je le vois même maintenant à la télé, on analyse les mi-temps, on tire des conclusions à boulet rouge et tout. Non, les conclusions, elles sont faites pour être faites au moment du bilan. On le fera donc maintenant dans 3 journées, puisque ce sera la clôture du championnat. Et là, on fera cette analyse. Et je reviendrai, Benjamin, vous dire de quelle école je suis à ce moment-là. Et vous êtes toujours le bienvenu, évidemment, avec grand plaisir. Vous venez de le dire, Pierre-Emmanuel, il reste 3 matchs et hasard du calendrier, vous allez jouer les 2 premiers dans ces 3 matchs. Donc, si mathématiquement le maintien n'est pas fait, va falloir aller gratter quelques points dans cette série de 3 matchs. Exactement. Donc, de toute manière, le calendrier est ainsi fait. Force est de reconnaître que sur la première partie de saison, on a eu plus de difficultés face aux équipes classées derrière nous que face aux équipes classées devant nous. Est-ce que ce sera le cas sur la deuxième partie? Réponse là encore dans 3 matchs. En tout cas, même si le maintien était acquis, même s'il y aurait soi-disant plus d'enjeux, nous on a un enjeu perpétuel. Notamment, encore une fois, de par notre modèle économique, avec tous nos partenariats privés, nos sponsors et nos spectateurs qui viennent à Lebon, on a l'envie, la nécessité toujours de mouiller le maillot et de s'arracher pour ce maillot-là, même si derrière il reste plus que des places honorifiques, parce que cette 4e place n'est pas significative de qualification à l'Europa League. Pas dans notre division en tout cas. Donc non, on aura, qu'importe, il y aura toujours cette ambition d'aller gagner parce que voilà, la gagne, elle est en nous. Donc on a toujours quand on entame ce match-là, de vouloir voilà tout faire le mieux que possible sur le terrain. Donc voilà, et là, on a toujours cet objectif à atteindre de maintien. Effectivement, il y a le leader qui arrive chez nous sur un match un peu en prime time ce vendredi à Lebon à 19h30, coup d'envoi. Donc ça va être une super rencontre à jouer, quoi. Franchement, se retrouver à ce moment-là de la saison. Comme le disaient les joueurs qui ont joué mardi, mercredi la semaine dernière en Ligue des Champions, c'est le money time, c'est le moment où ça se gagne.
aujourd'hui, on est ravis de pouvoir disputer ce Money Time avec cette espèce de confiance et cette spirale positive et ces certitudes qui commencent à se dégager petit à petit. Donc, non, c'est que du bonheur, que du kiff. Bon, pas de solidarité néo-aquitaine comme en Espagne avec les Maletas pour essayer de faire monter Libourne, l'autre club néo-aquitain. Non. Chacun, occupons-nous de nos propres clubs déjà, hein, que tout le monde balaye devant sa porte, ça sera déjà très très bien. Nous, on a suffisamment porte à faire, donc non, on s'occupe que d'un seul écusson et qui nous est très cher, donc on va s'arracher pour ce logo jusqu'au bout. Et on va parler évidemment, pour conclure l'émission et cette interview, Pierre-Emmanuel, on va évidemment parler de l'ensemble du club qui ne se résume pas à l'équipe senior, vous l'avez dit tout à l'heure. Gros coup de chapeau à la réserve, hein, qui se maintient encore une fois au niveau régional. Ça fait de mémoire 6 années consécutives, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, merci de me faire cette passe décisive là, parce qu'effectivement, c'est quand on analyse le travail d'un club, c'est pas uniquement le résultat de l'équipe première que l'on lit dans le journal le lundi matin. Non, ça va bien au-delà de ça. C'est une fierté, cette équipe réserve menée par Mathieu Kouvida, qui est aussi notre patron de la formation à la CFC, qui a permis à ces jeunes, encore une fois, de s'aguerrir à ce niveau R1, qui est le plus haut niveau régional. Et en se maintenant de cette manière-là, avec ce contenu proposé, chaque week-end ou quoi, c'est une vraie fierté. Je ne peux que féliciter l'ensemble des garçons, du staff de Mathieu et de Mathieu plus précisément. Effectivement, c'est une vraie fierté. Il y a ça. Hier, on a eu le bonheur de faire évoluer notre section féminine, notre R2F, notre Régional 2, qui a pu jouer pour la première fois au Stade Lebon. C'est pas grand-chose pour les gens, mais pour nous, c'est significatif, c'est un vrai symbole. Donc, il a fait une super saison avec ce parcours de coupe, ce bon championnat aussi. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on se dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on sait encore une fois là où on veut aller, et on sait comment y aller, et avec qui on veut y aller surtout. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, on continue notre bonhomme de chemin, ça prend le temps que ça doit prendre. Encore une fois, on ne veut pas courir à la précipitation, succomber à la petite pression qu'il peut y avoir de temps en temps en fonction d'une spirale un peu plus négative. Non, on reste bien solide sur nos appuis et la tête bien froide surtout. J'allais parler de l'équipe féminine, donc ça c'est fait, c'est bon. Le bilan est très positif, on vient de le dire. Juste le mot de la fin, les perspectives d'avenir sont bonnes parce que quand on regarde en détail les classements des équipes jeunes de la CFC, franchement, c'est plutôt très bon. Ouais, non, mais là encore, c'est peut-être la plus grosse fierté des 2 dernières années avec cette structuration de notre pôle formation, avec l'employabilité de certains de nos éducateurs qui s'arrachent au quotidien pour faire franchir un cap, pour pérenniser leurs emplois aussi, parce qu'il y a un enjeu de ce côté-là, puisque c'est quand même assez novateur dans notre division, dans nos niveaux, d'avoir 41 emplois au sein du club, c'est quand même quelque chose de considérable. Donc nous, on a cet enjeu-là de tous ensemble, voilà, on essaie de décloisonner les services, de comprendre qu'on est tous interdépendants des uns et des autres, dans ce qui est le cas aujourd'hui au quotidien dans les bureaux. Et effectivement, la formation, aujourd'hui, il y a des super projets qui sont en coulisses, qui sont prêts à sortir, avec la volonté d'accompagner les garçons, nos jeunes hommes et nos jeunes filles, dans leur développement personnel plus que dans leur développement footballistique en tant que tel. Donc ça passe par une partie scolaire, éducative et puis footballistique aussi. Donc ouais, on est très très fiers de cela et on sait que ça passe par des bons résultats de notre équipe première. Ça reste la locomotive à tout ça. Donc on veille à n'oublier personne, à faire avancer tout le monde surtout, et puis surtout de le faire de manière suffisamment solide pour que voilà, on puisse construire de plus en plus d'étages à notre fusée, tout simplement. Notre petite fusée, mais notre fusée quand même. Une fusée qui va pas aussi vite que Pierre-Emerick Aubameyang, mais qui navigue bien quand même. Bravo en tout cas à tout l'ensemble du club de la CFC, parce que ça travaille très, très bien et on sait que vous êtes modeste, donc on va le dire à votre place, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup pour cette interview. Merci Benjamin, merci à LFNA TV de s'intéresser à nous toujours et de nous mettre en avant. Merci beaucoup. En National 3, on jouait également la 23e journée de championnat avec tout d'abord les résultats dans la poule A. Vous le voyez, le nul de but partout entre la réserve des Girondins de Bordeaux et Colomiers, la victoire de buts 1 de la réserve du Pau FC
Du côté d'Onet-le-Château, défaite 1-0 pour l'Aviron Bayonnais à domicile face à Blagnac. Castanet est allé décrocher le nul, un but partout sur la pelouse de Canet-Roussillon. Victoire 1-0 de Saint-Paul Sport face au Genêt d'Anglet samedi soir. La victoire 3-1 pour le Stade Bordelais face à l'US Lège Cap Ferré. Et puis 0-0 entre Perpignan et Albert Argelès. Au classement, les Genêts d'Anglet n'ont plus qu'un petit point d'avance sur Blagnac en tête de cette poule de National 3. Pau est 4e, le Stade Bordelais 6e, Lège Cap Ferré 7e avec 31 points devant l'Aviron Bayonnais 8e, 29 points. On retrouve en bas de tableau les Girondins de Bordeaux 12e, Saint-Paul Sport 13e, Perpignan est toujours lanterne rouge. Dans la poule C, victoire par forfait de Poitiers sur la pelouse de Chambray, victoire donc 3-0 du Stade Poitvin. Dans les autres matchs, la victoire de buts à 1 de Chauvigny face à Châtellerault, le nul de but partout pour Vierzon face à Bourges et puis 3 buts partout entre Bourges Foot 18 et l'AS Panazol. Montlouis a gagné et conserve la tête du classement avec 4 points d'avance sur le Stade Poitvin. Le Stade Poitvin qui a 53 points. Derrière, on retrouve à la 6e place Châtellerault, 32 points. On retrouve Panazol 9e avec 29 points. Chauvigny 10e, 27 points dans un classement où la lanterne rouge se nomme toujours Chambray qui compte seulement 2 points. Dans la poule D, avec les clubs des Deux-Sèvres, le FC Choré a ramené le nul 0-0 de la pelouse de Vendée, Fontenay Foot et puis la belle victoire 3-0 des Chamois-Niortais face à Sablé. Au classement, le FC Nantes est toujours en tête concernant les deux clubs des Deux-Sèvres. Choré 10e, 24 points, 11e Chamois-Niortais avec également 24 points. Dans les championnats régionaux, il n'y avait pas de journée ce week-end en raison des 8e de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. En revanche, il y avait des matchs en retard à rattraper un petit peu partout. C'était le cas en Régional 2 avec dans la poule C un derby de Charente-Maritime qui valait de l'or, un choc des extrêmes entre Causse qui vise la montée et Royan-Vaux-Atlantique qui vise le maintien. Un chaud derby de l'Atlantique qui vous est résumé par notre envoyé spécial Théo Rodriguez. On va chercher des appuis fixes sur le retour. De chaque côté, on saute. Jour de fête ce dimanche après-midi à Causse. Les Causillons recevaient leurs voisins royanais au stade de Causse pour un match en retard de la 15e journée de Régional 2. Un derby avec beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Causse, leader de cette poule C, a besoin de 2 victoires pour assurer sa montée en Régional 1. En face, Royan, 10e au classement, a besoin de points pour se maintenir dans cette division. Un Atlantico qui promet d'être un magnifique spectacle. C'est avant tout la fête du football, quand deux clubs voisins se rencontrent. C'est vrai que les derbys de la Côte de Beauté, parfois appelés Atlantico, sont toujours très suivis. Je me rappelle au match aller, les tribunes de Royan étaient pleines, donc on espère bien garder les nôtres. Les passionnés de football ont l'habitude de suivre ces rencontres. En plus, on a le soleil, il y a du vent, mais bon, c'est parfait au niveau conditions pour jouer. Je pense qu'on va vivre un grand match. Royan est en danger et a besoin de points, donc je pense que ça va être assez disputé, mais on ne va rien lâcher. Ça fait 2 ans qu'on bute sur la montée, il nous manque un point à chaque fois, on va essayer de ne pas les perdre aujourd'hui. Attention les gars au carton bête, ne parlez pas avec l'arbitre, laissez-le prendre ses décisions. Derrière on a besoin de tout le monde. Les gars, si on gagne aujourd'hui aussi, l'objectif il est là, il se rapproche. Hein. On a un pied et 4 orteils si on a dit la victoire. Donc faut y aller. Hein. Il restera qu'une victoire à aller chercher. Allez. C'est un derby certes, mais c'est aussi un super match de foot à jouer. Donc il va falloir transformer les émotions en euphorie. Voilà, il va falloir aller au bout. On a la chance, contrairement aux autres années, d'avoir notre destin entre nos pieds. Ça fait 2 ans qu'on se constitue, je pense qu'on n'a pas envie de reproduire ça. On sait que cette année c'est pour nous. Donc aujourd'hui il va falloir enlever la pression. Et je vous le dis, en tant que position de remplaçant, j'aimerais être à votre place. Donc jouez-le à fond, parce que c'est des super matchs de foot à jouer. Et on va aller à l'échelon supérieur les gars, parce que maintenant, il n'y a plus de raison de se chier dessus. Hein. Mais par contre, ça va être de la combativité ensemble. On avance ensemble pour certains. On a peaufiné avec des arrivées qui ont été bénéfiques cette année. C'est pas pour faire de la merde et se chier dessus à la fin les gars. Rappelez-vous ceux qui étaient à matin. On l'a tous regretté, je pense qu'on l'a tous en travers de la gorge, on ne veut pas vivre ça. Donc si aujourd'hui on peut se conforter et après on aura une victoire à aller chercher, c'est aujourd'hui il faut le faire, mais les gars il va falloir se dépouiller. Et puis il faut pas croire que ça va être facile. Hein. Les équipes qui veulent se sauver, c'est les plus dangereuses. Je vous le dis. Hein. Ok les gars. Allez les gars. On s'entame.
Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse. L'arbitre de cette rencontre, Monsieur Joly, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Les premières minutes sont à l'avantage des Royanais. Senac hérite de ce ballon dans l'axe. Il s'avance, feinte la frappe et lance Martins dans la surface qui frappe du gauche. Mais Javalé s'interpose avec un bel arrêt. Rocheteau est à la retombée de son long ballon. Il renverse le jeu côté droit pour Rueda qui rentre dans la surface et tente la frappe. C'est contré mais récupéré par Rocheteau qui lui redonne pour le centre au second poteau sur la tête de Senac. Il la remet à Mayer qui vient nettoyer la lucarne gauche de la cage Cosillonne. Les Royanais ouvrent le score dans ce derby. Ça fait 1-0. Ouverture du score à la 28e minute pour Royan. La réaction des Cosillons ne se fait pas attendre. Mazo, lancé côté gauche, centre ce ballon pour Gess qui prend le dessus sur son vis-à-vis, mais se fait accrocher le pied en se retournant. L'arbitre est unanime. Pénalty pour Cause. Renoulo se charge de le frapper. C'est transformé, petit filet gauche. Cause égalise dans ce match quelques instants après avoir encaissé le premier but. Ça fait 1-1. Ce sera le score à la mi-temps. Les deux formations rentrent au vestiaire sur un score de parité après une première période très disputée. Au retour des vestiaires, Rocheteau presse Aslanian. Torlois va tenter de dégager, mais c'est contré par Rocheteau. Chala avait bien suivi et s'offre un face-à-face, mais Javalé gagne encore une fois son duel. Coup franc pour Cause côté gauche, c'est frappé par Renoulo et dégagé par la défense adverse. Ça retombe dans les pieds de Causeur qui va remettre ce ballon dans la boîte. C'est dévié par Gess pour Sibi qui de la tête va lober le portier royanais. Le ballon termine au fond des filets. Cause prend la marque dans cet Atlantico. Ça fait 2-1. Deuxième but pour Cause marqué par Poubou Sibi. Cause continue de pousser, Janine est lancé côté droit, il centre au second poteau pour Gess qui avec de la réussite peut frapper. C'est repoussé et sauvé sur la ligne par un défenseur dans un second temps. Mais le ballon vit toujours, Janine hérite du ballon et frappe de nouveau. Mais ce ballon s'écrase sur la transversale. Coup franc pour Royan, c'est frappé fort, mais facilement capté par Javalé. Coup franc pour Cause désormais, c'est frappé direct par Alves et repoussé du bout des doigts par Lagarde sur la transversale. Cause n'était pas loin de faire le break. Coup de sifflet final, le score en restera là. Cause s'impose dans ce derby face à Royan sur le score de 2-1 et surtout réalise une belle opération pour la montée en Régional 1. Le son de cloche est différent forcément pour les Royanais qui n'ont plus le choix que de performer sur les 3 derniers matchs pour pouvoir se sauver. Un très bon début de match, de l'engagement, des convictions, costaud défensivement, solide sur l'homme et avec des contre-attaques précises et plutôt justes. On arrive à marquer au score au bout de quelques tentatives. Ça récompense notre début de match qui est très solide et comme on le voulait. Malheureusement, c'est un penalty qui nous fait sortir de cette bonne entame et qui nous pénalise et qui arrive un peu à court de jeu, j'ai envie de dire. Donc voilà le score pour la mi-temps. Une seconde entame très poussive de notre part où on n'est pas dedans, pas dans les duels. On met du temps à se remettre de la mi-temps et c'est ce qui nous fait concéder le deuxième but malheureusement. Et derrière on court au score et c'est compliqué dans ces moments-là. Il n'y a plus trop de calculs à faire. Tout ce qu'on veut, c'est enchaîner les victoires. Il faut absolument que dès la semaine prochaine, on aille chercher les 3 points. C'est toujours compliqué à jouer, hein. C'est des derbys qui sont durs. On les connaît particulièrement. Tous les joueurs se connaissent, donc c'est ça qui fait la dureté du match, on va dire. Nous, concernant notre équipe, en première mi-temps, on n'a pas su imposer notre rythme et notre jeu comme on le fait d'habitude. Peut-être qu'on s'est mis dans un faux rythme, mais bon. Le principal, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a su faire la différence et remporter le match. Il nous faut une victoire déjà. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est être encore plus ambitieux et de gagner le reste de nos matchs à venir. Comme ça, il n'y aura pas photo sur toute l'année. Et voilà notre objectif. La R1, elle est importante déjà pour le club, pour qu'il
qu'ils accèdent encore à ce niveau-là parce qu'ils font tous les efforts nécessaires pour y arriver. Donc voilà. Cause qui, grâce à cette victoire, s'envole en tête de la poule C de Régional 2. 7 points d'avance désormais pour Cause sur son dauphin, la réserve du FC Libourne. On passe maintenant à la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. On jouait ce week-end les 8e de finale. Ça commence à se préciser avec, vous le voyez, la qualification d'Aix-sur-Vienne qui a battu le CS Fétia 3-1, la qualification sans trembler de Bergerac-Périgord, vainqueur à Boulazac 5-0, la victoire 1-0 pour le RC Parthenay-Viennet face au Talus Éveil, la victoire 4-2 du FC Autise à l'extérieur sur la pelouse des Portugais de Limoges. Dans le derby de l'agglomération rochelaise, Onis Avenir a perdu 2-0 face à l'Étoile Maritime. La victoire 2-1 de la jeunesse villenavaise sur le terrain de la JA Hill. La victoire du bassin d'Arcachon du côté du CS Lantonnais dimanche. Et puis le succès 1-0 du SA Moléonais sur la pelouse de Morlas-Est Béarn. Et justement, on va parler de la belle saison de ce club de Régional 3, le SA Moléonais, qui continue son aventure en multipliant les exploits. On en parle avec l'entraîneur Pascal Baz qui répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Pascal Baz, coach du SA Moléonais, club de Régional 3 dans le district des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal, le club s'est qualifié ce week-end pour les quarts de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine aux dépens de Morlas-Est Béarn, club de R2. Un deuxième exploit après avoir éliminé Arin-Lusien au tour précédent. Jusqu'où allez-vous vous arrêter Pascal? C'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir, mais je ne sais pas. On va essayer de continuer le plus qu'on peut. De toute façon, on prend les matchs, comme on dit si bien à la télé et à l'équipe, on prend les matchs les uns après les autres parce qu'on est également qualifié en demi-finale de la Coupe des Pyrénées, que l'on va jouer mercredi, et on a un match de championnat qui suit samedi. Donc c'est un petit peu compliqué pour nous en ce moment. Voilà. Ouais. En championnat, vous êtes très bien placé également, puisque vous êtes deuxième derrière Biscarros, le leader. Vous êtes engagé, comme vous l'avez dit, en demi-finale. Comment on gère cette saison-là, Pascal, être engagé sur 3 compétitions en même temps, une fin de saison excitante? Oui, c'est une fin de saison excitante, effectivement, vous avez raison. Tout simplement, moi j'ai pris la chose d'une manière, je dirais, comme disent les jeunes, un peu cool. En fait, je leur ai dit tout simplement que on allait jouer les matchs les uns après les autres et qu'il n'y avait pas de priorité, si vous voulez. Il n'y a pas de priorité chez nous parce que on est dans le monde amateur, on ne peut pas prévoir plein de choses, vous savez, entre les boulots de certains, parce que nous on a quand même beaucoup de garçons qui ont des boulots un peu spécifiques, entre les blessures, tout ce qui est suspendu, on ne peut pas gérer ça au niveau amateur, c'est trop compliqué, quoi. Donc voilà, puis j'ai pas de pression de mon comité directeur, de mon président, on est d'accord, on est tous sur le même tempo, quoi. Donc voilà, et puis puis je pars d'un espèce de sacerdoce en disant que en fait, quand on s'engage quelque part, c'est pour la jouer, quoi. Si c'est pour s'engager en Coupe d'Aquitaine et ne pas la jouer, je vois pas trop le but, quoi. Voilà, tout simplement. Justement, quel bilan faites-vous avant cette fin de saison? Est-ce que c'était les objectifs de départ? Pas du tout. On n'avait aucun objectif parce qu'on est descendu de R2, il faut le savoir, l'année dernière en R3. Voilà. Donc c'était quand même assez unique parce que le club avait déjà vécu, je crois, il y avait 25 ans, une montée en DHR à l'époque, ce qui correspond à peu près à la R2. Mais c'est pareil, ils avaient fait une saison parce que c'est très compliqué, parce que nous, on est quand même un petit peu loin de tout. On bosse beaucoup avec la formation en interne. Voilà. Ensuite, on a la chance depuis 2 ans maintenant d'avoir un synthétique, dernière génération, et ce qui a fait beaucoup de bien au club. Donc voilà, au niveau de l'essor. Voilà. Mais si vous voulez, on ne s'est pas fixé de but. Enfin, je sais que mon président et mon comité directeur auraient aimé parce qu'on a goûté à la R2 et avec la restructuration, on est descendu pour 1 point l'année dernière, alors qu'à l'avant-dernière journée, on était 6e, vous voyez un peu. Donc, mais nous, on l'a bien vécu parce que pour nous, c'était un exploit d'être monté. Les garçons, comme ils sont du cru, ils sont restés. On est reparti sur une nouvelle saison, mais sans se fixer de challenge. Je ne veux pas fixer trop de challenge parce que, comme je vous le dis, on est dans le monde amateur et il y a tellement d'incertitudes que, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je pratique comme ça et tant mieux d'ailleurs parce que ça nous donne une fin d'année excitante, quoi. Et vous n'avez pas l'intention de changer, d'avoir des objectifs pour cette fin de saison, on est d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout. On joue, de toute façon, nous on joue les matchs pour les gagner, tout simplement. Voilà.
on part de ce point de vue-là. Et c'est un petit peu un contrat qu'on a fait avec les joueurs. Puis après, eux comme moi, on s'est pris au jeu. Voilà, on est des compétiteurs, hein, ben, comme chacun. Et voilà, donc après, c'est pas facile, hein, parce que c'est la troisième fois qu'on va enchaîner un samedi, mercredi, samedi. Donc c'est très très compliqué, surtout que moi, j'ai pas un effectif pléthorique, quoi. Hein. J'ai 17-18 joueurs et pas plus, quoi. Voilà, pour de ce niveau-là. Justement, racontez-nous un petit peu l'ambiance, Pascal Baz, le coach du SA Moléonais, club de Régional 3 dans les Pyrénées-Atlantiques. L'ambiance après la qualification hier pour ces quarts de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Bah, c'était samedi soir, et ben, écoutez, bah, je ne vais pas vous cacher que c'était une grosse joie, hein. Une grosse joie en interne, une grosse joie pour les dirigeants, parce que il y a des discours qui sont toujours tout faits là, en disant ouais, la coupe, ça appartient aux joueurs. Moi, je dis que c'est pas vrai, ça appartient pas aux joueurs, hein. Ça appartient à tout un club, parce que la situation qu'on vit actuellement, elle rejaillit sur tout le club. On voit bien, hein, ça bouge autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur ben, notre succès actuel, parce que bon, c'est une très très bonne dynamique. Mais nous, on se prend pas la tête, quoi. On se prend pas surtout pour ce qu'on n'est pas, tout simplement. On est des joueurs de foot amateurs, moi un coach d'un club amateur. Et voilà, on vit des super moments, parce que bon, ils ont fait la fête. Mais bon, vous savez qu'en Soule, faire la fête, c'est tous les samedis. Bon, ça rajoute un petit peu de piment à leur soirée. Voilà. Racontez-nous un petit peu votre quotidien, celui du club. Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas bien le club de Moléon? Bah, le quotidien est tout simple, c'est que moi j'ai la chance depuis cette année, depuis le mois d'août, d'être RTJ temps plein. Donc je suis salarié du club. Je m'occupe des jeunes aussi, donc voilà, des seniors. Donc pour le club de Moléon, c'est une très très grosse avancée après le synthétique de prendre un temps plein au niveau salarié. Donc le quotidien, il est très très simple. On s'entraîne le mardi soir et le jeudi soir, on joue le samedi soir, parce qu'on a la chance d'avoir le nocturne. Donc voilà, ça c'est le quotidien de l'équipe senior, je dirais, tout simplement. Voilà, un club amateur normal, lambda. Et moi, mon quotidien, ben, c'est tous les jours, ben, j'ai les jeunes, en charge des jeunes. Voilà. Et on a fait, si vous voulez, pour avancer aussi, on a eu un gros projet. On s'est mis avec Garazi, qui c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on a créé, si vous voulez, une entité au niveau des jeunes, un groupement qui s'appelle Scadi. Voilà, qui est des U14 ou U18, justement pour essayer de garder tous nos jeunes. Et on a une équipe U15 en R2 qui a fonctionné très bien, puisqu'elle est troisième de son groupe actuellement. Et on avait une équipe U16 aussi en R2, voilà. Et ça a permis justement d'avoir ben, un groupement avec de la qualité, puisque les équipes elles évoluent en ligue. On a nos 17 qui sont Elite District, qui jouent la montée également en U18 R2. Et ça nous permet ben aussi d'avoir la masse. C'est-à-dire, c'était un double objectif, c'est-à-dire d'avoir de la masse, tout simplement, et de travailler au niveau aussi des autres jeunes hein, qui n'ont pas le niveau ligue, et d'avoir beaucoup d'équipes. Donc ça fait que sur, si vous voulez, de U14 à U18, on a 5 équipes. Donc ce qui est assez remarquable, on a 310 licenciés au club, plus bah, les effectifs de Garazi au niveau U14 jusqu'à U18. Donc ça commence à représenter une belle entité. Aujourd'hui, la formation est au cœur de tous les clubs amateurs. Pascal, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour justement remplir les équipes seniors, c'est important. C'est comme ça qu'on peut concurrencer aussi la perte des meilleurs jeunes dans d'autres clubs, voire des clubs supérieurs. C'est que de leur offrir l'opportunité, s'ils ont le niveau, d'intégrer l'équipe senior le plus vite possible. Ouais, c'est exactement l'analyse que j'ai fait au début de saison. On était d'accord avec notre président. C'est pour ça qu'on a joint Yarassi. On avait également joint le club de Saint-Palais, bon, qui a refusé de venir avec nous. Ça, c'est chacun qui voit. Hein. Mais je pense que c'est la réalité du moment. Quoi. Il faut s'unir pour surtout nous, hein, parce que faut pas oublier qu'on est à 55 km de Pau, on est à 75 km de Bayonne, on est en plein pays du rugby, hein, parce que ça se passe super bien en plus avec le rugby, nous, chez nous, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même plus ou moins en concurrence sur les jeunes, il faut le savoir, il faut le dire. Et nous, on a une très très belle école de football, on a même des féminines. Hein. Donc, vous voyez qu'on essaie de développer ça au maximum, mais vous avez totalement raison, hein, la pérennité du club, elle passe par là. Hein. On avait fait un constat, hein, c'est passé par les infrastructures, parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc maintenant qu'on a ce synthétique, ben, ça a fait avancer le club. Et deuxièmement, ben, ça passe aussi par ben, s'unir avec d'autres. Voilà, sans se marcher sur les pieds, en gardant chacun ses entités, mais en bossant, je dirais, intelligemment, on peut y arriver. Et ça permet de garder nos jeunes. Voilà, tout simplement. Parce que nos jeunes, autrement, ben, nous, cette année, on a eu des jeunes qui sont partis à Asparin pour jouer en R1, à Bayonne,
un peu à droite. Et pour nous, la suite, en R3 ou peut-être voir R2 dans les prochaines années. Parce que bon, c'est quand même compliqué la R2 maintenant avec la restructuration, mais c'est, comme vous le dites, c'est la possibilité de garder nos jeunes pour jouer en équipe première. Et aujourd'hui, peut-être devant vous, derrière votre caméra, Pascal, vous avez peut-être la relève puisque vous organisez en ce moment même des stages pour les plus jeunes pendant cette période de vacances scolaires notamment. Racontez-nous un peu comment ça va se passer cette semaine. Cette semaine, elle est simple, ça aussi, c'est un projet qu'on a eu à l'intérieur du club, c'est-à-dire que bon, ça fait des années qu'ils font des stages, mais cette année, je dirais que c'est un peu plus professionnel, je dirais entre guillemets. Hein. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance, là, sur 2 lundis, on a eu Sébastien Chabert, qui est un gardien qui a été en équipe de France U19, qui a fait une grosse carrière professionnelle, hein, quand même, Lens, Monaco, et j'en passe. Charles Roy, qui est là, présent, au stage aujourd'hui, et qui s'occupe de nos gardiens de but. On essaie vraiment de faire un bon boulot à ce niveau-là, d'avoir des idées, tout le monde, chacun apporte ses idées, et on s'appuie aussi sur des services civiques, uniquement des joueurs qui encadrent qui jouent en U17 élite. Voilà, on en a 4, dont plus un 5e qui joue lui en première. Donc voilà, et qui est prof dans les écoles, qui en plus vient encadrer les jeunes. Voilà, ouais, sur quoi on se bat, c'est vraiment du Madine Moléon. Hein. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui viennent de l'extérieur. Chez nous, il faut savoir, et moi je parle toujours franco, il n'y a pas d'histoire d'argent chez nous. Hein. Donc voilà, quoi. Donc 3/4 l'équipe, même à 90%, elle est composée que de garçons issus du club, de la formation du club. Donc ce sont beaucoup de garçons qui évoluent en district. Donc voilà, on avait notre capitaine l'année dernière, c'est pour vous dire quand même, en peu d'années, il a franchi 7 niveaux. Vous voyez ? Donc voilà. Et là, depuis 2 ans, on a des arrivées de l'extérieur, mais ce sont des arrivées au compte-gouttes. Voilà. Et qui sont faits par rapport à l'état d'esprit qu'on a, par rapport au synthétique, par rapport au samedi soir, et par rapport aussi, je dirais, franchement, par rapport à l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Voilà, cet état d'esprit. Voilà. Et grâce à ça, on a eu 2 ou 3 arrivées extérieures qui ont été de qualité. Ils ont fait beaucoup de bien. Eh bien, un très beau projet du côté de Moléon dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, merci beaucoup, Pascal. On suivra toutes les entités et les équipes de ce club jusqu'à la fin de la saison et voir les résultats. En tout cas, merci d'avoir répondu à quelques questions au micro de LFNA TV, Pascal, et je vous souhaite une excellente soirée. C'est gentil, merci. Un grand bravo à tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu lundi à 19h au siège de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et sera à vivre en Facebook Live sur la page Facebook de la Ligue. On termine avec notre reportage de la semaine. C'est un petit peu notre coup de cœur. La Fondation Real Madrid organisait un stage en Charente-Maritime dans le sud du département du côté de Gémozac. Un stage qui avait lieu toute la semaine pendant les vacances scolaires. Retour sur cet événement avec Flavien Ziolkowski. La semaine dernière avait lieu à Gémozac un stage de football organisé et initié par le groupement Jeune Football Saintonge-Estuaire en partenariat avec le Real Madrid Clinics. Un stage d'une durée de 5 jours qui émerveille petits et grands avec pour but de progresser dans la pratique, comme nous le dit Julien Chollet, coordinateur du projet sportif du groupement JSE. Alors l'idée c'est de proposer aux jeunes, que ce soit les jeunes de notre club ou aussi des clubs qui sont environnants, de venir participer sur une semaine à des stages qui sont proposés par des gens qui sont formés, je dirais, à la méthode du Real Madrid, et donc qui proposent, qui utilisent du matériel, des séances qui sont adaptées, ludiques, et surtout qui amènent en fait tout le cadre, je dirais, de l'institution Real Madrid. Et c'est aussi ça qui nous a intéressés, nous, au niveau du groupement de jeunes. Une expérience que plusieurs jeunes footballeurs souhaiteraient vivre au moins une fois dans leur vie, c'est tout à fait normal. Une occasion du côté de Gémozac qui a ravi les parents et les enfants. L'idée pour nous, c'était de faire vivre un moment un peu magique aux enfants. L'année dernière, on a eu l'occasion d'aller visiter le site de Clairefontaine et on voulait quelque chose de nouveau cette année. Et puis le retour qu'on a eu des enfants à aujourd'hui, il est à 200% positif. On a déjà des enfants qui nous ont dit le jour où il y aura un autre stage du Real Madrid, nous on veut refaire. Et puis on a des parents qui ont assisté à toute la semaine aussi, puisque le stage était ouvert aussi aux parents, en tous les cas en tant que spectateurs. Et les retours qu'on a eus sont aussi positifs.
L'expérience s'est déjà déroulée par les années passées à Oléron et Saint-Sulpice de Royan, une première pour Gémozac cette année. Et le bilan est très positif selon Julien Chollet. Alors le bilan, évidemment, il est positif. Déjà parce qu'on a vécu du football toute la semaine, donc en étant passionné, c'est un régal. Et puis ce qui nous a surtout nous plu, c'est de voir le sourire des enfants à la fin de la semaine, avec toute la cérémonie de clôture là, qui était un moment un peu magique. Mais vraiment, ce qui était intéressant pour nous, c'est aussi vraiment tout le cadre qui est posé. Je reviens là-dessus, mais c'est quelque chose que nous, on essaye d'inculquer aussi aux enfants de notre groupement. Et donc, certains ont pu prendre part au stage et se rendre compte que ce qu'on leur dit tout au long de la saison, c'est important. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les grands clubs, entre guillemets. Le Real Madrid, c'est quand même le club peut-être qui est le plus capé au monde. Donc voilà, c'est aussi tout ce côté-là qui nous a plu dans le fait de les faire venir sur les installations de Gémozac. Le stage était ouvert aux filles et garçons de 7 à 16 ans, licenciés ou non, et de tout niveau. Le tout encadré par des éducateurs issus de la formation madrilène, mais aussi des représentants au club local. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait 4 personnes qui étaient, je dirais, les encadrants principaux, qui étaient les meneurs un petit peu de la partie technique du stage. Et nous, on a mis à disposition 3 assistants qui sont des éducateurs aujourd'hui de notre club, qui sont de jeunes éducateurs. L'idée pour nous, c'était aussi de leur faire vivre à eux aussi un moment magique. Et puis le fait de pouvoir partager avec des personnes un peu plus expérimentées, c'est toujours enrichissant. Les enfants repartiront avec une tenue complète du Real Madrid, ballon, gourde, sac de sport aux couleurs du club merengue. Prochain rendez-vous en 2026, sans doute pour le plus grand bonheur des enfants. Cette émission numéro 139 de la FNA TV est désormais terminée. Un grand merci pour avoir suivi encore une fois tous les résultats et les classements du foot néo-aquitain. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à suivre nos aventures. On vous en remercie, notamment à ma petite troupe à l'édition, emmenée par le directeur des opérations Flavien Ziolkowski, accompagné ce soir par Rémi Penet et Théo Rodriguez. Merci donc pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain avec une émission un peu spéciale puisque ce sera le tirage au sort en Facebook Live des quarts de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.